Tonight, the publicist accused of helping orchestrate a smear campaign against Blake Lively after the actress complained of sexual misconduct on the set of her latest film says there was no such smear campaign. Lively accused him and a producer of sexual harassment while they worked on the movie It Ends With Us, which, by the way, is about domestic violence. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère avant tout que vous avez passé de très belles fêtes, pour ceux en tout cas qui fêtent Noël. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai reçu beaucoup de messages de la part de tout le monde concernant l'acte 2, si je puis dire, de Plus Jamais, donc du film It Ends With Us en anglais, avec Blake Lively et Justin Baldoni. Donc, il y a eu une plainte la semaine dernière, c'était samedi, qui a été déposée par Blake, et une autre qui a suivi quelques jours plus tard de Stephanie Jones. Et en fait, c'est cette deuxième plainte qui m'a fait le plus sourciller, parce que je connaissais pas cette femme, et quand j'ai regardé qui elle était, je me suis dit ok, je crois qu'on est juste, on va dire, face à la partie visible de l'iceberg, et je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Donc on va voir tout ça ensemble, la plainte de Blake. Bon, je vais vous la résumer, hein. Je me suis tapé toutes les pages, hein. Il y a beaucoup de choses. Je vous préviens, je suis pas forcément d'accord avec tout, parce que je sais que certains, je vous vois d'ici, certains me tombaient dessus. Ouais, t'es jamais du côté des femmes. Je suis du côté de la vérité. Donc voilà, je vais plus réagir avec vous sur certains points, mais surtout soulever des questions. Les questions que je me pose. Gardons en tête qu'on a pour l'instant qu'un seul son de cloche. On a vraiment que la version de Blake et de cette Stephanie Jones, même s'il y a pas mal de preuves, attention, hein. Mais on n'a pas encore l'autre côté. On n'a pas encore les explications de Justin et de son équipe. Donc vraiment, je prends des grosses pincettes avec tout ça, et on va donc réagir ensemble au fur et à mesure. Voilà, substantiellement, hein, de quoi cette vidéo va traiter. Et avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse avec l'autre moi pour vous présenter le sponsor du jour, CyberGhost VPN. Sachez que lorsque vous connectez à un Wi-Fi public, vous prenez systématiquement le risque de vous faire pirater vos coordonnées personnelles, votre carte bancaire, vos mots de passe, vos boîtes mail. Et bien grâce à CyberGhost, vous êtes tranquille. Vous deviendrez complètement invisible aux yeux des hackers, et ce grâce au système donc du VPN, qui est en d'autres termes un tunnel sécurisé privé qui permet de crypter vos données, de masquer votre adresse IP, et là du coup vous êtes tranquille. Ça déjà, c'est pas du tout négligeable, mais en plus avec CyberGhost, vous pouvez avoir accès à du contenu géo-restreint, et pour ça, rien de plus simple, en 2-3 clics c'est réglé. Vous avez juste à choisir la plateforme que vous désirez consulter. Bon là, en l'occurrence, moi c'est toujours Netflix, hein, où je vais principalement. Vous changez en fait le pays, et là donc c'est comme si vous étiez dans le pays même, et que vous aviez du coup accès au catalogue, qui n'est pas toujours le même que celui qu'on a en France. Ça change en fonction des pays. Sachez qu'avec CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, donc ça marche sur les ordis, sur le téléphone, également sur les consoles de jeux, donc en gros partout, et c'est également compatible avec Mac, iOS, Windows, pour ne citer que. Et avec le lien que je vous mets juste ici, mais également en barre d'infos, vous bénéficiez de 83% de réduction. Donc l'abonnement vous reviendra à seulement 2 € par mois, et vous avez en plus de cela 4 mois gratuits. Si vous rencontrez la moindre difficulté, vous avez une assistance disponible 24 heures sur 24 en français. Et si jamais ça le faisait pas pour XY raison, sachez que vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc merci encore CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. Alors donc le samedi 21 décembre, nous avons donc Blake Lively qui dépose une plainte pour harcèlement S ainsi que représailles contre Justin Baldoni, qui était donc sa co-star, et également le réalisateur et le producteur du film Plus Jamais. Et on peut voir donc que dans cette plainte, elle vise Wayfarer Studio LLC,
qui est donc la boîte de prod de Justin. Elle vise également donc Justin Baldoni lui-même, ainsi que son associé Jamie Heath. Elle cite aussi un autre associé qui est plus un investisseur, d'après ce que j'ai compris, Steve Sarowitch. Elle cite également les boîtes de com, y compris les individus qui travaillent dans ces boîtes de com. Donc là, principalement, c'est Jennifer Abel, Melissa Nathan et Jed Wallace. Cette plainte, on peut vraiment la découper en deux. Il y a ce qu'il s'est passé pendant le tournage et ce qui s'est passé après le tournage, quand le film a été lancé. Donc là, sur le tournage, en l'occurrence, ce qui l'a profondément dérangé, ce sont les commentaires et le comportement de Justin Baldoni et Jamie Heath. Déjà, dès le départ, avant donc de commencer le tournage, Blake avait exprimé ses inquiétudes au sujet de Justin. Par exemple, elle s'est opposée aux scènes de S qu'il a voulu ajouter et qu'elle considérait comme gratuite. Ensuite, en novembre 2023, alors que le casting du film se préparait à reprendre le tournage après un mois de grève, rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo, voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, sur toute cette histoire, tout le drama quand le film est sorti. Le tournage était un petit peu compliqué parce qu'il y a eu donc la grève des scénaristes, donc ils ont dû arrêter. Donc là, apparemment, une fois qu'ils ont repris le tournage, Blake s'est adressé à Wayfarer, donc la boîte de prod de Justin, avec la lettre d'accompagnement demandant des garanties. Et voici donc tout ce qu'elle réclamait. Donc qu'on ne parle plus de films pour adultes devant elle. Elle ne veut plus également que Justin et ce Jamie lui parlent de leurs expériences leurs expériences intimes avec leurs partenaires ou d'autres femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que elle inclut pas que elle dans la plainte. Elle dit également qu'elle ne veut plus qu'on parle de tout ça à elle, mais également aux membres de son équipe. Donc j'imagine qu'elle avait son assistante, peut-être sa maquilleuse et son habilleuse. Ça, c'est pas précisé. Elle ne dit pas d'autres noms, mais elle et son équipe. Donc concrètement, pourquoi tous ces points ? Parce que déjà, apparemment, Justin avait improvisé lors de scènes intimes qui n'avaient ni été répétées à l'avance, ni chorégraphiées, ni même discutées avec elle. Et il n'y avait pas la présence d'un coordinateur d'intimité. Par exemple, elle parle d'une scène où Justin aurait improvisé à chaque prise plusieurs baisers. Il lui aurait mordu et sucé discrètement la lèvre inférieure. Il aurait insisté pour retourner cette scène à plusieurs reprises, malgré son inconfort évident. Elle reproche également à Jamie Heath de l'avoir regardée alors qu'elle était poitrine nue dans sa loge. Il lui avait demandé de se retourner. Au début, il l'a fait. Après, non. Elle l'a vu en train de la regarder. Par ailleurs, également, ce qui l'a profondément dérangé, c'était que Justin lui demandait, par exemple, si quand elle avait des rapports intimes avec son partenaire, donc Ryan Reynolds, son mari, si il leur arrivait d'atteindre le nirvana ensemble en même temps, on va dire ça comme ça. Elle a trouvé ça hyper intrusif. Elle n'a pas voulu répondre. Ça l'a mise mal à l'aise. Ça, apparemment, c'était dans le contexte d'une scène où il voulait que Blake atteigne le nirvana afin qu'il puisse faire un gros plan de son visage. Il voulait faire la même chose avec l'autre actrice qui joue Blake plus jeune, alors que ce ne sont pas des scènes qui sont dans le livre, et c'était pas non plus donc à l'origine dans le script. Donc dans sa plainte, elle stipule que tout ça a été fait sans son consentement, alors qu'elle s'était déjà engagée dans le projet. Et pourquoi donc ce type de scène ? Justin lui répond qu'il voulait élaborer l'histoire à travers le regard féminin. Finalement, il a accepté de supprimer la plupart des scènes. Il se serait battu pour en conserver une qui représentait Lily et Ryle, donc le personnage de Justin, atteignant le nirvana ensemble lors de leur nuit de noces, déclarant que c'était important pour lui parce que lui et sa femme atteignaient le nirvana simultanément pendant leur rapport intime. Alors, je m'arrête là par rapport à ça. Je suis complètement d'accord que Blake ait pu se sentir très mal à l'aise par rapport à tout ça. Je ne remettrai pas en question, attention, je le précise, je ne vais pas remettre en question comment Blake a pu se sentir. Parce que ça, c'est son droit propre. Elle a le droit de ressentir ce qu'elle ressent, encore heureux. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je vais essayer de me faire l'avocat du diable. Je dis bien, je vais essayer, parce que, encore une fois, vu qu'on n'a pas le son de cloche de Justin, j'essaye d'anticiper peut-être ce qu'il pourrait dire, et j'essaie de me mettre à la place d'un réalisateur, chose que je ne suis pas bien sûr, pour essayer de peut-être justifier ces comportements-là. Pour moi, il n'est pas du tout choquant qu'un script, un scénario évolue au fil du tournage. Enfin là, pour le coup, j'ai déjà lu des articles là-dessus. Il y a parfois de l'improvisation qui se fait. Enfin,
Le script, oui, il est déjà écrit, tout ça, on l'approuve. Mais je pense qu'il y a très souvent des choses qui bougent au fil du temps. Des fois, une scène sur papier, elle a l'air très bien, mais une fois qu'on la réalise, on se rend compte que ça colle pas, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Au final, en live, ça rend pas du tout pareil que sur le papier. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très difficile d'adapter un roman en film, parce que ça rend pas du tout pareil ce qu'on peut lire que ce qu'on voit en vrai. C'est très différent. Après, c'est peut-être très maladroit pour lui d'essayer d'expliquer son point de vue, comment il voit la scène dans sa tête, en lui demandant, par exemple, elle, dans sa vie privée, comment elle agit avec son mari. Mais peut-être qu'il lui a dit ça pour qu'elle essaye d'imaginer effectivement ce que Justin recherche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le fait que les scènes n'étaient pas écrites dans le roman, mais oui, enfin, un scénario n'est jamais fidèle à un roman, donc ça c'est pas un truc de fou. Et que c'était pas écrit dans le scénario au début, bah moi ça me choque pas non plus. Encore une fois, il peut y avoir des évolutions au fil du tournage, quoi. Donc bon, moi là-dessus, voilà, je suis pas effarée. Vous voyez? Bon, je poursuis. Ensuite, donc, elle parle du producteur du film, donc le partenaire de Justin, Jamie Heath. Elle dit que ce dernier a fait pression sur elle pour qu'elle simule la nudité lors d'une scène d'accouchement, malgré des accords antérieurs selon lesquels aucune nudité n'était requise. La scène manquait prétendument de protection standard de l'industrie, laissant Blake principalement nu avec ses jambes largement écartées dans des étriers et seulement un petit morceau de tissu couvrant ses organes génitaux. Jamie est également accusée d'avoir montré à Blake et à son assistante une vidéo graphique et entièrement nue de sa femme en train d'accoucher que Blake a initialement confondu avec de la porno. Okay. Et elle dit aussi que pour jouer le gynéco, là, ils ont pris un pote à eux et qu'en gros, le mec, il voyait tout, quoi. J'ai vu plus loin dans la plainte que Justin disait que c'était comme ça que sa femme avait accouché, qu'en gros, pendant l'accouchement, elle avait déchiré sa blouse et qu'elle s'était retrouvée nue. Alors oui, effectivement, il y a certaines femmes qui donnent naissance nues, d'autres avec la blouse qui fait pression derrière, d'autres avec une grande chemise de nuit. Et donc non seulement ça dépend du bon vouloir de la future maman, mais ça dépend aussi des maternités. En tout cas, en France, c'est comme ça. J'ai fait des recherches aux États-Unis pour voir s'il y avait peut-être une différence chez eux. Non, c'est comme chez nous. Donc peut-être que Justin... sa femme a donné naissance nue, ok, mais Blake, elle a aussi donné naissance quand même à 4 enfants. En plus, elle venait d'accoucher quand le tournage a démarré. Je pense qu'elle est quand même en droit de dire non, mon grand. Enfin, là, c'est pas une nudité, je trouve, qui est justifiée. En effet, là, carrément, c'est abusé. Et le type qui lui montre la vidéo de sa femme en train d'accoucher pour justifier ce qu'il est en train de dire, je trouve ça carrément déplacé. Puis surtout, où est la pudeur? Enfin, ta femme, elle est au courant que tu montres une vidéo d'elle. Alors effectivement, c'est ce que Blake Lively lui a reproché. Elle lui a dit, mais tu t'es pas sérieux là, ta femme, son accord, peut-être non, puis j'ai pas envie de voir ça. Là, carrément, je suis 100% d'accord avec elle. Moi non plus, là, vous faites quoi les gars? Et en plus, ton ami qui joue le gynéco. Alors ça peut arriver effectivement qu'on manque d'acteurs sur le tas et qu'on prenne n'importe qui. C'est déjà arrivé, ça arrive toujours sur des plateaux. Des fois, c'est un gars de l'équipe technique qui fait une silhouette ou une doublure ou un petit rôle parce qu'il manque quelqu'un. Ça, c'est monnaie courante. Mais là, en tout cas, vu tout le contexte de la scène, ouais, non, là, pour le coup, ils n'ont pas été pros sur ce point-là. Donc là, je comprends tout à fait. Après, elle dit que Justin et Jamie seraient rentrés dans sa caravane à l'improviste à plusieurs reprises alors qu'elle était déshabillée, ou elle était en train d'allaiter, où elle était en train de se faire maquiller. D'où en fait? Là non. Alors imaginons que pour eux c'est pas fait de manière vicieuse, que c'est juste bon, on s'en fiche, voilà, on a déjà vu plein de gens à poil dans le milieu, tout ça, donc on s'en fout. Oui, mais si Blake elle s'en fout pas, ça se fait pas. Donc puis même, enfin, ça veut dire quoi ça? Tu frappes, non? Bref. Ensuite elle parle d'une scène où il faisait un slow. Blake et Justin, et il n'était pas censé y avoir de son dans cette scène-là parce qu'il y avait de la musique qui allait être rajoutée. Et apparemment, là, Justin est sorti de son personnage de Ryle pour lui sniffer le cou en lui disant qu'elle sentait bon. Et là, Blake, en gros, calme-toi, et lui a dit « ça va, je ne suis même pas attirée par toi ». Ouais, enfin non, là pour le coup, je suis pas d'accord non plus. Limite, la sniffer, s'il y a un gros plan sur eux pendant la scène filmée, allez, pourquoi pas, c'est dans le personnage, mais si c'est une scène où il n'y a pas de son... Où est l'intérêt de dire tu sens bon? Bon, c'est un compliment en soi, mais je peux comprendre qu'elle le prenne mal. C'est pas pro en tout cas. Et il y avait aussi autre chose qui avait été dit. Apparemment, les garçons, donc Justin et Jamie, auraient dit à une femme qui travaillait sur le plateau,
par rapport à son pantalon en cuir. C'était sexy, ça l'avait mise apparemment, selon Blake, mal à l'aise qu'il dise ça. Et ils ont aussi dit ça de la scène intime des 2 jeunes acteurs, du jeune Atlas et de la jeune Lily. Ils ont tourné une scène et après Justin leur a dit « Ouais, je suis pas censée dire ça, mais c'était chaud. » Est-ce que ça se dit ? Je sais pas. Je suis pas sur un plateau de tournage. Je ne sais pas si parfois on congratule les acteurs d'avoir réussi à faire une scène aussi chaudasse. Je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est aussi stipulé dans la plainte. Et elle rapporte également que, apparemment, une femme a porté plainte contre Justin ou Jamie ou la boîte de prod là, parce qu'elle n'aimait pas le comportement des hommes sur le tournage. Apparemment, cette plainte a été enterrée. J'aimerais qu'elle ressorte. J'aimerais qu'on la voie. Là, pour le coup, je trouve que c'est très important. Bon, toujours est-il que voilà, suite à tout ça, il s'est passé donc tout ça. Blake a donc fait ce petit papier là avec toutes ces conditions. L'équipe de Blake avait stipulé avec donc toutes ces conditions. Notre cliente est prête à renoncer à un processus de ressources humaines plus formel en faveur du retour de tous au travail et de la fin du film, tant que le tournage est en sécurité. Donc là, c'est important quand même de noter que si elle est prête à renoncer à un processus de ressources humaines plus formel, ça veut donc dire que le tournage était quand même à la one again. Et ça, je le souligne parce que c'est quelque chose que j'avais dit dans ma vidéo par rapport à toute cette histoire. Il y avait justement eu des membres du staff qui avaient été interviewés mais qui n'avaient pas voulu divulguer leur nom. Et qui avait justement parlé de Justin en disant que c'était quelqu'un qui... Là, en fait, il avait eu un projet trop lourd sur ses épaules. Oui, il a déjà réalisé des projets, des films, c'est aussi un acteur, hein, mais il a déjà réalisé, mais pas quelque chose d'aussi gros. Et ils ont vu qu'il était parfois dépassé par tout ce que ça incluait, par tout ce que ça pesait sur lui, toutes les responsabilités, et que du coup, il se reposait beaucoup sur les autres, notamment sur Blake. Et c'est là où justement, je me demande... Cette histoire de coordinateur d'intimité, j'en avais également parlé. Apparemment, au début, c'était Blake qui était le coordinateur d'intimité. Après, donc, ils ont embauché plus de personnes. Mais est-ce qu'elle a pris les devants dès le début parce qu'elle voulait le faire, ou est-ce qu'elle a pris ce rôle en main au début parce que Justin n'avait embauché personne? Ça, c'est pas précisé. Et pourtant, ça, c'est des petites choses que je trouve quand même importantes de savoir pour justement avoir bien tout un contexte en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, là, on peut se demander est-ce que Justin, il avait vraiment fait n'importe quoi de A à Z, ou est-ce que avec Blake en amont, il s'était mis d'accord sur le rôle de chacun, mais que finalement, ça ne l'a pas fait et qu'il y a dû avoir des ajustements. Vous voyez? Bon, poursuivons. Autre chose qu'elle stipulait dans cette plainte, c'est que Justin lui parlait, il lui avait déjà parlé de sa vie intime, y compris de rapports au cours desquels, selon lui, il n'avait peut-être pas obtenu le consentement de sa partenaire. Et il parlait aussi de son addiction à la pornographie. Alors, ça, je peux comprendre que ça lui ait pas plu, mais je ne suis pas vraiment étonnée de ça parce que Justin est très ouvert sur le sujet. Il en avait déjà parlé dans des interviews, dans des podcasts, même sur scène, dans une conférence, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas de tabou là-dessus et ça se sait. Il en parle publiquement. Donc là, par exemple, je vous ressors une interview de 2021. Le journaliste, c'était Andrew Billen qui l'avait interviewé. C'était suite à la sortie des mémoires de Justin. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il avait dit que Justin lui apparaissait comme la personne la plus conflictuelle qu'il ait jamais interviewée. Je trouve que c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc, lors de cet entretien qu'il a eu avec Justin, eh bien, il lui a expliqué qu'il était devenu accro aux films pour adultes dès l'âge de 10-11 ans, parce qu'il avait grandi dans un foyer religieux assez strict, où tout ça c'était tabou. Donc voici ce qu'il racontait. J'ai découvert les films pour adultes quand j'avais 10 ans, bien avant que je puisse savoir ce qui pouvait se passer dans mon corps. Je vous le dis avec mes mots, ou même savoir ce que je ressentais à propos de quoi que ce soit du côté intime. C'était, vous savez, comme n'importe quel jeune garçon qui voit une poitrine pour la première fois. C'est excitant parce que notre culture les a protégés de nous, parce qu'ils sont sexualisés. Je pourrais être dans le monde, défendre les voix féminines, me battre pour l'égalité des sexes, rentrer chez moi, avoir une conversation et un dîner incroyable avec ma femme, surtout au début de notre mariage, et ressentir encore cette étrange attirance pour les films pour adultes. Ce n'est pas rationnel. Et il avait également déclaré qu'il se tournait vers les films pour adultes comme mécanisme d'adaptation lorsqu'il se sentait seul,
abandonné ou blessé car cela provoquait une poussée de dopamine temporaire. J'ai entraîné mon cerveau à gérer la douleur causée par la dose de dopamine, mais cela ne veut pas dire que je n'utilise pas quelque chose de manière malsaine. Et je me suis retrouvée tout au long de ma vie à regarder des images et des vidéos de femmes nues alors que je me sentais forcément mal dans ma peau. Et je savais que c'était un problème pour moi de me dire que je ne voulais pas faire ça. Il a également admis qu'il avait une relation compliquée avec son corps qu'il considérait comme une carte de visite intime et ressentait une pression pour maintenir un physique musclé afin de trouver un emploi à Hollywood. Il a également parlé d'une relation qu'il avait eue quand il avait 19 ans avec une femme qui, d'après ce qu'on comprend, a abusé de lui, quoi. Elle lui a pris son truc et voilà, quoi. Elle a indiqué le chemin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, c'est pas secret. Il en parle ouvertement. Donc que ça soit dans une plainte, alors je peux comprendre que Blake, peut-être ça l'ait choqué et que voilà. Mais je pense pas que c'était dit pour le coup, pour la mettre mal à l'aise elle. Je pense que c'est juste un sujet. Alors aussi, je voudrais savoir le contexte. Comment cette discussion elle est venue sur le tapis. C'est ça aussi, on n'a pas le contexte en fait. C'est ça qui est délicat. Mais parallèlement, autre version, elle a très bien pu pas du tout kiffer leur sujet de discussion. Oula, moi je veux pas savoir, ça me regarde pas. Et ok, d'accord. Mais c'était juste voilà quand même pour vous rappeler que Justin est très ouvert sur le sujet. Donc je suis pas étonnée qu'il ait abordé ça avec elle. En plus, je me demande s'ils se connaissaient déjà d'avant, parce que Justin, il est pote avec Penn, l'ex de Blake. Ils ont fait un épisode de podcast ensemble. En fait, ils sont de la même religion, Baha'i. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Donc, ils s'entendent assez bien tous les deux. J'ai hâte de voir d'ailleurs s'il va se prononcer, lui. Je vous en reparlerai de ça plus tard. Toujours est-il qu'ensuite, il y a eu une réunion en janvier 2024 entre Blake, Justin, les producteurs et Ryan Reynolds. Donc, le mari de Blake était présent. Et ils ont donc accepté d'avoir un coordinateur d'intimité sur le plateau pour toutes les scènes impliquant de la nudité ou des rapports simulés. Le studio a également assuré qu'aucun autre baiser improvisé ou intimité physique n'aurait lieu, et en acceptant les conditions demandées par Blake Lively, Wayfarer a reconnu que, bien que notre point de vue diffère sur de nombreux aspects, garantir un environnement sûr pour tous est primordial. Et apparemment, suite à ça, au printemps, Blake a déclaré aux personnes avec lesquelles elle travaillait que le comportement des hommes s'était amélioré grâce aux nouvelles protections. Ok, très bien. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, la plainte, on peut la découper en deux. Donc là, il y a eu sur le plateau du tournage. Maintenant, le film, il va être monté. Et c'est là où ça rejoint aussi ce que je vous disais dans ma première vidéo, c'est que là, donc oui, on a le fin mot de l'histoire. Blake aurait bien proposé sa version du montage à Sony. Donc Sony, c'est eux qui vont distribuer le film. Donc il y a eu deux versions proposées, la version de Justin et la version de Blake. Donc elle a réalisé son propre montage du film en faisant appel à des monteurs ainsi qu'un compositeur, et elle a ajouté une des chansons de sa meilleure amie, Taylor Swift. En fin de compte, Sony et Wayfarer ont opté pour la coupe de Madame Lively et elle a obtenu un crédit de producteur. Alors j'aimerais savoir dans quelle mesure Wayfarer a accepté la coupe de Blake, parce que là, si vous voulez, je suis quand même très sceptique. Imaginez que vous êtes producteur et réalisateur d'un film. À la fin, vous avez une actrice, parce qu'apparemment, d'après ce qu'on comprend, c'est pas tout de suite qu'elle est devenue productrice. Donc, elle est devenue productrice après qu'elle ait proposé son montage. Mais avant ça, elle était que actrice. J'ai beaucoup de mal à croire que Wayfarer Studio, donc la boîte de Justin, ils étaient d'accord pour la coupe de Blake, sans aucune pression de la part de Sony, de Blake, de Ryan, bref, de tout le camp de Blake. Là, je suis très sceptique. Et pour moi, c'est important ce moment de l'histoire parce que je crois que c'est là où tout a basculé en fait. Je ne peux pas croire que Justin et son équipe, ils aient dit « Ok Blake, il n'y a pas de souci, ton montage il est génial, c'est celui-là qu'on prend. » Surtout quand on sait que déjà même l'affiche du film, elle n'a pas voulu, enfin elle ou il, Blake et Sony, ils n'ont pas voulu prendre l'affiche que Justin avait proposée, qui je trouve collait plus à l'ambiance qu'il voulait donner du coup à son film. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on assiste au moment où le film de Justin lui a filé entre les doigts. Ou en gros, on lui a volé son film. Et je trouve ça très important parce que pour moi, du coup, après, je comprends tout ce qui s'est passé. Ça ne remet pas en question ce qu'ils ont pu faire sur le plateau. Ça se fait pas, tout ça, on est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et là, encore un truc que je trouve bizarre. À l'approche de la sortie du film, Blake Lively et d'autres membres de la distribution ont informé Sony et Wayfarer
qu'il ne ferait aucune apparition aux côtés de Justin Baldoni. Colleen Hoover, l'autrice, également, elle avait ses propres mécontentements à son égard et était devenue encore plus bouleversée après qu'il lui ait parlé des allégations de Blake Lively selon les SMS de Justin Baldoni et de Monsieur Hiss. Pourquoi ils ont voulu faire promo à part? Puisque avant l'histoire du montage, Blake avait affirmé que ça s'était beaucoup mieux passé sur le tournage après qu'elle ait mis ses conditions. Donc si tout s'est bien passé, pourquoi tu veux pas faire la promo avec Justin? Donc là, il y a eu carrément deux camps qui se sont dessinés. Donc là, tous ceux qui étaient pas contents de l'attitude de Justin sur le tournage se sont mis du côté de Blake et je trouve pas ça très intelligent d'ailleurs parce que faire une promo en excluant le réalisateur et l'acteur, obligé, ça allait mal se passer. Ce qui est stipulé également dans la plainte, c'est qu'en fait Justin, quand il a vu que toute l'équipe du film, les acteurs, tout ça, l'avait unfollow sur Instagram, il s'est dit ça pue. Donc il a anticipé que potentiellement Blake allait rendre public ce qu'il s'était passé sur le tournage, donc ce qu'elle n'avait pas apprécié. Donc je peux comprendre qu'il ait anticipé et qu'il ait embauché plus de gens pour l'aider. Donc allons-y gaiement. Hein. Dès la première semaine d'août, Wayfarer et Justin Baldoni avaient retenu les services de Melissa Nathan, ça je vous l'avais dit, qui avait travaillé avec des clients comme Johnny Depp. Et donc on peut voir que dans un premier document de planification envoyé à Wayfarer, donc je vous rappelle toujours la boîte de prod de Justin, et à Justin lui-même le 2 août, Melissa Nathan a suggéré des points de discussion dans les médias, notamment que Blake a utilisé un déséquilibre de pouvoir pour prendre le contrôle créatif du film. C'est vrai, parce que oui, on avait entendu sur le tournage, elle avait imposé sa garde-robe. Je veux bien le croire, parce que je vous l'avais dit, hein, c'est pas du tout comme ça que s'habille Lily. Donc oui, ça je veux bien le croire. La boutique de fleurs aussi, apparemment, elle voulait autre chose. Alors même si tout ça, du coup, c'était faux, c'est ce qu'on nous a manipulé dans les médias, bah, il n'empêche que c'est son montage à elle qu'elle a proposé qui est passé. Donc rien que pour ça, oui, on voit qu'il y a un désaccord artistique. Justin avait répondu pas amoureux du document qu'ils ont envoyé. C'était un échange avec Jennifer Abel, sa publiciste en relations publiques, et James Hiss, son partenaire. Je ne suis pas sûre de ressentir la protection que j'ai ressentie lors de l'appel. C'est là où ça devient cafouillis, parce qu'au début, Justin a accepté de faire la promo de la même manière que les autres, mais pas avec eux. Mais il a accepté le thème floral et léger, mais vite, il a changé de tactique. Pourquoi? Alors, on y arrive. Hein. Donc, suite à ce message, on a sa publiciste Jennifer Abel qui fait part de sa frustration à Melissa Nathan. Je pense que vous devez être plus dur et montrer la force de ce que vous pouvez faire dans ces scénarios. Il veut avoir l'impression qu'elle peut être enterrée. Alors oui, effectivement, s'il veut carrément que Blake soit enterré, c'est que là, il s'est passé un gros truc entre les deux. Hein. Melissa répond, bien sûr, mais vous savez, lorsque nous envoyons des documents, nous ne pouvons pas envoyer le travail que nous allons ou pourrions faire car cela pourrait nous causer beaucoup de problèmes. Nous ne pouvons pas écrire, nous la détruirons. Mais vous savez que nous pouvons enterrer n'importe qui. Donc ok, on sait que là, il va y avoir du sale qui va être fait, avec l'accord, l'insistance de Justin. Et donc 3 jours plus tard, on a Justin qui envoie un texto à Jennifer Abel, où il montre un fil de discussion, c'était sur Hailey Bieber, où on voit qu'en gros, une espèce de technique d'intimidation femme contre femme, qui avait généré 19 millions de vues. Et il lui avait marqué en dessous, c'est ce dont nous aurions besoin. Donc apparemment, là, l'angle d'attaque, si je comprends bien, c'est que Blake taperait sur d'autres femmes et qu'elle serait en gros pas féministe, si je puis dire ça comme ça. Bon, ensuite, on voit que Melissa Nathan a lancé des propositions visant à embaucher des sous-traitants. Alors oui, les sous-traitants, ça va donc être celui qu'il y a dans la plainte, la Jed Wallace, de Sweet Relations, afin de dominer les médias sociaux par le biais de suppression complète de comptes sociaux, en lançant des fils de théorie et en travaillant de manière générale à changer le récit. Tout cela sera surtout introuvable, intraçable. Je pense qu'on peut traduire ça comme ça. Bon, poursuivons. On voit également d'autres échanges où Melissa affirme qu'elle avait gardé les allégations contre lui hors des articles, écrivant dans un message que les principaux médias se retiraient de la plainte relative aux ressources humaines. Alors là, j'imagine qu'elle fait référence à la femme qui avait déposé plainte pendant le tournage contre Justin pour propos déplacés, je sais pas quoi. Et donc ça n'est pas figuré, ça n'est pas ressorti. Comment elle a fait pour enterrer ça? Je sais pas, mais apparemment,
elle est capable de le faire. Et donc plus tard, on a Jennifer qui lui dit « Alors, on est bien? Avons-nous survécu ?» Et Melissa qui répond « Nous avons survécu. Toute la presse est tellement écrasante. Nous avons embrouillé tout le monde. Tellement de messages contradictoires. C'est en fait très drôle si vous y réfléchissez. » Et donc là, selon Blake, c'est à ce moment-là que donc il y a eu une espèce de vague de haine contre elle. Et tout ça, c'est donc du fait de Melissa Nathan, de Jed Wallace et de Jennifer Abel, et donc de leurs équipes. Comme elle ne sait pas qui, du coup elle attaque les 3 boîtes, comme je vous disais. Mais donc, alors, cette promotion-là, petit retour en arrière à quelque chose qu'on ne savait pas, c'est qu'apparemment, c'est donc Sony qui aurait établi un plan marketing basé sur des fleurs, puisque Lily est fleuriste, et ils ont donc demandé aux acteurs, à tout le monde, de se concentrer davantage sur des aspects édifiants du film que sur les abus et de ne jamais faire référence à la violence domestique. Alors, là, par contre, il faut qu'on parle. Parce que c'est justement tout ce qu'on a reproché à Blake, le fait qu'à chaque fois, elle esquive le sujet, que tout le monde l'esquive. D'accord, ok, c'était pas de sa faute, c'était donc la faute de Sony. Parler que des fleurs et de l'espoir et de machin, oui, en partie, on peut partir là-dessus, mais on ne peut pas esquiver les questions sur la violence domestique. Et je ne peux pas croire que Sony ait eu un pouvoir tellement écrasant qu'aucun acteur a pu ouvrir sa bouche et dire non, là, il y a un problème. Parce que la plainte, là, on va continuer dedans, mais Blake, elle reproche également donc d'avoir terni son image. En gros, c'est à cause de Justin et de son équipe qu'elle a été massacrée sur les réseaux. Mais oui et non. Oui et non. Alors oui, certainement, l'équipe de com de Justin a étouffé les trucs sales sur lui. Ils ont peut-être un peu boosté les publications mauvaises sur Blake, mais moi personnellement, en ce qui me concerne, au début, quand tout ça a commencé, j'ai vu Blake dans la robe de Britney Spears, tout ça, Versace, c'était bien beau, je l'ai vu défiler, les fleurs, c'était très beau, il n'y avait pas de souci, mais moi j'ai commencé à avoir un problème quand je l'ai entendu parler. J'ai pas été consultée au début des articles pour voir ou quoi, c'est quand je l'ai entendu parler que je me suis dit, mais il y a un problème. Alors ok, c'est Sony, mais là c'est pas Justin, donc c'est Sony qui t'a obligé à faire ça. Mais là par contre, où c'est de son fait à elle, et où ça a été pour moi la cerise sur le gâteau, quoi, le pompon, c'est quand elle a fait la promotion de sa marque capillaire, Blake Brown, et de sa marque de boisson Betty Booze. Enfin là, comme je vous l'ai dit, moi ça m'a choqué. Des boissons avec des noms en rapport avec le film qui traitent de violence conjugale, mais ça va pas ou quoi? Là pour le coup, si vous voulez, je ne suis plus trop la logique de Blake en fait. Si t'as un problème avec la com qui t'a été imposée, tu t'en prends à Sony. Et c'est là aussi où je ne comprends pas. C'est que apparemment donc, tout le monde était sous contrat, mais comment Justin Baldoni il a pu lui dévier complètement et parler de violence conjugale? Parce qu'apparemment donc il n'a pas respecté le plan de com, mais Sony l'a pas attaqué. S'il y avait un contrat, est-ce que Justin a été attaqué pour avoir fait une com différente? Ça n'est mentionné nulle part. Donc j'attends, ça je vous dis là-dessus, j'attends également de voir la version de Justin, parce que normalement il n'avait pas le droit de faire ça. On ne sait pas si Justin a voulu faire une com là-dessus pour se faire bien voir, etc. C'est forcément oui, forcément oui. Mais est-ce que c'est quand même un angle qui lui correspondait mieux et qui lui tenait quand même à cœur? C'est ça que j'aimerais savoir, parce que si vraiment il s'en foutait complètement, que c'était juste pour se faire bien voir, alors là je suis vraiment dégoûtée, mais dégoûtée du gars quoi. Donc déjà je vous dis, il y a quand même des trucs que je cautionne pas dans ce qu'il a pu faire. Sur le tournage par rapport à Blake. Mais alors là, en plus de savoir que tu es prêt à utiliser un thème aussi grave que les violences conjugales, juste pour te faire bien voir, mais qu'en fait, t'en as rien à faire, là, par contre, lui, là c'est trop. Bref, toujours est-il que, comme je vous dis, selon les messages, l'équipe de Justin a tout fait pour amplifier les mauvais commentaires sur Blake et booster les bons commentaires sur Justin. Alors encore un échange entre Melissa Nathan et Jennifer Abel. Les activités sociales s'intensifient vraiment en sa faveur. Elle doit être furieuse. C'est en fait triste parce que cela montre simplement que les gens veulent vraiment détester les femmes. Mais je suis pas vraiment d'accord. Moi, je ne déteste pas Blake. Personnellement, après c'est moi. Moi, j'ai juste trouvé très maladroite dans sa façon de répondre et j'ai trouvé que c'était un manque de respect par rapport au thème du film, qui est quand même, je trouve, grave.
Donc j'en reviens à ce que je dis encore une fois, hein, même si c'est Sony qui a voulu ça, j'aurais quand même compté sur Blake et Ryan qui pèsent pour dire à Sony, mais le film parle pas que de ça en fait, on peut pas faire ça. Ils l'ont accepté, donc là, ça me pose un problème. Et il y a des interviews où elle a mal parlé. This movie is going to affect people and they're going to want to tell you about their lives. So if someone understands the themes of this movie, comes across you in public, and they want to really talk to you, what's the best way for them to be able to talk to you about this? How would you recommend they go about it? Like asking for like my address or my phone number or like my location share. Or I could just location share you and then we could... C'est pas Justin qui a mis les mots dans sa bouche, quoi. Donc il y a un moment donné où oui, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été faites pour booster sur les réseaux en sa défaveur, mais ça change pas ce qui est sorti de sa bouche et l'attitude qu'elle a eue. And my hair care company, Blake Brown, my goodness gracious! It Ends With Us is in theaters now, so grab your friends, wear your florals, and head out to see it. Et du coup, à la mi-août, on a l'équipe de com de Justin qui se réjouit des dégâts causés à l'image de Blake Lively. Jennifer Abel, le récit en ligne est tellement bon et les fans défendent toujours Justin et il n'y a littéralement eu aucune reprise de ces deux articles. Donc ceux qui parlent en défaveur de Justin, ce qui me choque en fait, mais je considère cela comme une réussite totale, tout comme Justin. Tu as fait un travail tellement incroyable, le récit est fou, la majorité des réseaux sociaux sont tellement pro Justin et je ne suis même pas d'accord avec la moitié d'entre eux morts de rire. Le 16 août, on a Melissa Nathan qui partage un article du Daily Mail intitulé « Blake Lively est-elle sur le point d'être cancel ?» Et on a donc Jennifer Abel qui lui répond « Waouh, vous êtes vraiment surpassée avec ça ». Et Melissa répond « C'est pour ça que vous m'avez embauché, n'est-ce pas? Je suis la meilleure. » Là, en fait, si vous voulez, dans cette plainte, ça peut paraître très surprenant ce qu'on lit, parce que c'est pas quelque chose dont on parle souvent, c'est pas quelque chose qui est connu du public. Donc on est tous très choqués de lire ça. C'est comme ça que ça se passe, mais tout le temps. Les médias sont manipulés par des publicistes, des chargés de com. Généralement même, vous savez, dans les articles qu'on peut lire, on voit tout le temps une source à déclarer que. Alors effectivement, des fois, c'est des proches qui aiment bien parler, mais des fois, c'est aussi l'attaché de presse, le chargé de com lui-même, la source, qui va répandre des choses dans les médias. Il n'y a rien d'exceptionnel, si vous voulez. Ça se passe tout le temps comme ça. Comme dirait notre fameuse Rachel Ziegler. It's Hollywood, baby! Je poursuis parce que du coup, il y a eu dans un groupe Facebook Jennifer Abel qui a partagé justement un message. Donc la chargée de com de Justin. Voici ce qu'elle raconte. « Bonjour, je n'aurais jamais pensé que le jour viendrait où j'aurais besoin de me défendre avec mes propres pairs. » Donc les chargés de com, les publicistes. « Mais cela a certainement été quelques jours intéressants et franchement dévastateurs. Alors nous y voilà. Mais voici les faits. Non, je n'ai jamais été assignée à comparaître. J'ai découvert que mes messages textes et mes courriels privés étaient inclus dans la plainte après l'avoir reçu vendredi soir. Puis le New York Times m'a contacté 1h30 après réception. Ils avaient déjà examiné le document de 80 pages et avaient préparé des questions et apparemment, ils avaient reçu des milliers de pages de documents avec notre correspondance que nous n'avons jamais vue. Il était donc clair qu'il s'agissait d'un effort coordonné, mais rien que nous n'ayons vu auparavant puisque je travaille dans les relations publiques depuis plus de 15 ans maintenant. J'avais récemment quitté mon ancienne entreprise, important pour la suite, dans laquelle j'étais encore pendant cette campagne, avec une équipe qui avait tous participé à la campagne et un patron qui supervisait et qui avait accès à mes emails et à mon téléphone professionnel. Vous pouvez donc en déduire à partir de là ce que vous voulez. En gros, c'est la boss qui a tout balancé. On en vient après. Ce que les messages triés sur le volet n'incluent pas, même si ce n'est pas choquant car cela ne correspond pas au récit, c'est qu'aucune diffamation n'a été mise en œuvre. C'est vrai, il n'y a rien qui est sorti sur Blake qui était complètement faux, sinon elle aurait réagi plus tôt, elle aurait accusé tout de suite. C'est pas le cas. Aucune presse négative n'a jamais été facilitée, aucun plan de combat social sur les réseaux, même si nous y étions préparés, car c'est notre travail d'être prêt à tout scénario. Mais nous n'avons rien eu à mettre en œuvre car Internet faisait le travail à notre place. C'est pas vraiment vrai. Là, pour le coup, on a vu les messages. Bien sûr, nous en avons parlé, réfléchi et nous avions besoin de certaines choses, signaler les comptes que nous devions surveiller et travailler avec une équipe sociale pour nous aider à rester au courant du récit afin que nous puissions agir rapidement si nécessaire. Et oui, nous nous sommes réjouis et avons plaisanté sur le fait que les fans reconnaissaient le cœur et le travail de notre client sans que nous ayons à faire autre chose
que de garder la tête baissée et de nous concentrer sur des entretiens positifs pour notre client. Comme le montrent les textes, nous nous sommes délectés, et encore une fois en plaisantant et en privé avec chacun à propos de commentaires d'internet à la femme dont l'équipe nous rendait la vie incroyablement difficile au cours de la campagne. Je suis humaine. Les longues heures, les mois de préparation en plus de mon travail quotidien, ça faisait du bien de voir que même si nous étions préparés, nous n'avions rien à faire d'extraordinaire pour protéger notre client. Incroyablement difficile, dites-vous, de quelle manière? C'est drôle que vous demandiez. J'ai été informée au début de la campagne que l'équipe adverse avait raconté d'horribles histoires sur mon client comme une sécurité si mon client ne se conformait pas aux exigences énoncées pour la campagne. C'est pourquoi nous avons embauché quelqu'un pour gérer la crise, en plus, car ce n'est pas quelque chose que je fais. Mon seul travail consistait à organiser des interviews, des opportunités de projection et des opportunités de prise de parole pour mon client en soutien au film, un travail standard. J'ai fait mon travail. Maintenant, quel genre de femme travaillerait contre une autre femme victime de tout ce qui est revendiqué? Merci d'avoir demandé. Après avoir examiné les preuves, les faits, les preuves tangibles qui contredisaient tout ce qui était revendiqué et exigé au début de la production, j'ai fait le choix de me tenir aux côtés de mon client de près de 5 ans qui avait consacré sa vie à l'égalité des traitements, surtout les femmes, qui n'a eu aucun incident de traitement négatif envers les autres et qui avait une communauté et une équipe merveilleuse chez Wayfarer qui avaient tous la même force morale et vivaient leur vie en conséquence. En tant que représentants, nous devons tous faire ce choix. J'ai donc fait cela du mieux que je pouvais et je me suis sentie satisfaite de nos efforts. Mon client est-il parfait? Non. En fait, il dit qu'il n'est pas parfait si constamment, au point que je lui dis qu'il doit moins se dévaloriser car cela pourrait être mal pris. Les sentiments de Blake Lively sont-ils valables? Ce n'est pas ma position de dire ou de spéculer sur ce qu'elle a ressenti dans ces moments-là et je ne reprocherai jamais à une femme de dire sa vérité. Mais en fin de compte, si ce n'est pas la vérité et qu'il y a des preuves qui prouvent le contraire, alors, en tant que représentante, je dois aussi faire ce que je considère comme juste. Donc là, apparemment, ce qu'elle dit, c'est que en fait, ils ont réagi par rapport à l'équipe de Blake qui avait déjà commencé à pourrir Justin. Donc, ils ont réagi. Alors, c'est intéressant parce que justement, moi, c'est tout ce que je veux voir. Parce que là, comme je vous dis, pour l'instant, on n'a qu'un seul son de cloche. Les messages, d'après l'avocat de Justin, Brian Feldman, ils sont tronqués. Il n'y a pas la totalité qui permet de mieux voir le contexte des messages. Oui, c'est incriminant quand on voit ça comme ça, bien sûr. Mais comme je vous dis, ça ne sort pas de l'ordinaire, cette façon de procéder et de protéger l'image de quelqu'un. Ça se fait tout le temps. Ce qui s'est passé sur le tournage, c'est une chose. Et là, je pense que c'est facile d'avoir des témoignages parce que, selon Blake, elle a voulu se protéger elle, mais aussi ceux qui travaillaient avec elle. Et je pense que les comédiens ont certainement également vu des choses. C'est facile, on va dire, de corroborer toute la version de Blake là-dessus. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, pour moi, c'est une toute autre histoire. Donc là, je demande à voir réellement du côté de Blake ce qui s'est passé, les échanges entre ces RP à elle. Là, ce sera intéressant parce que du coup, on pourrait savoir qui a commencé, comment, le pourquoi du comment. Alors, sachez quand même que Blake Lively a eu le soutien de ses partenaires de 4 filles et un jean. Voilà, elles ont toutes dit du bien sur elle, elle la soutient et tout. Amber Heard revient dans la course. Donc voilà, elle a eu du soutien, il n'y a pas de problème, mais pas encore de l'équipe de Gossip Girl. Dans la même foulée, suite à tout ça, il y a eu donc une autre plainte qui était déposée. C'est Stephanie Jones. Alors, elle a déposé plainte parce que elle estime que Jennifer Abel, Melissa Nathan également, ont secrètement conspiré pour nuire à sa réputation. Ils ont également volé des clients et ils voulaient lui mettre sur le dos la campagne contre Blake Lively. Elle accuse aussi Justin Baldoni, Wayfarer et Jennifer Abel d'avoir rompu leur contrat avec son entreprise. Et c'est là où ça devient très suspect toute cette histoire. Donc dans ce qu'elle a déposé mardi au tribunal de Manhattan. Alors ça, c'est Blake, c'était en Californie et elle dépose dans l'état de Manhattan. Stephanie Jones a déclaré que l'ex-employée Jennifer Abel avait mené une opération secrète avec Melissa Nathan. L'objectif était de détruire Blake Lively pour dissimuler la propre mauvaise conduite de Justin sur le tournage. Pour l'instant, ça s'aligne avec ce que dit Blake dans sa plainte. Jennifer Abel et Melissa Nathan ont utilisé les mêmes tactiques pour détruire la propre réputation de Stephanie Jones afin de siphonner les clients de sa société de relations publiques Jones Works,
selon la plainte déposée. Alors selon Jennifer Abel, elle aurait averti Stephanie Jones en juillet dernier qu'elle allait démissionner. Donc apparemment, il y a des emails et des SMS qui prouvent tout ça, parce qu'elle voulait créer sa propre boîte de relations publiques. Pendant des mois, ce groupe, donc le clan Justin, a diffamé et dénigré Stephanie Jones et son entreprise pour obtenir des gains financiers, pour régler des comptes personnels et plus récemment pour détourner l'attention de leur diffamation honteuse envers Blake Lively. Et c'est là donc qu'on apprend comment Blake Lively a obtenu tous ces échanges entre Justin, Jamie, Melissa et Jennifer. En fait, ce serait Stephanie Jones qui lui aurait fourni. Le téléphone émis par la société JonesWorks de Jennifer Abel a été conservé et examiné de manière médico-légale après que JonesWorks, donc ça c'est la boîte de Stephanie Jones, ait reçu une assignation à comparaître. Stephanie Jones a découvert l'ampleur et l'intensité de la duplicité de Jennifer Abel et Melissa Nathan à partir de ces dossiers, y compris le fait que Jennifer encourageait activement d'autres clients et employés de JonesWorks à quitter JonesWorks alors que Jennifer y était toujours employée. Ça, c'est ce qui est dans la plainte de Stephanie Jones. En sortant de JonesWorks, Jennifer a tenté de retourner les clients de Jones contre elle afin qu'elle et Melissa puissent les voler pour ses propres entreprises. Donc la plainte de Stephanie Jones allègue que dans le cadre d'une campagne de diffamation, les deux femmes, Jennifer et Melissa, se sont entretenues avec un journaliste de Business Insider qui a publié en août un article sur Stephanie Jones et comment ça se passait en fait sur le lieu de travail de JonesWorks. Alors je n'ai pas pu avoir accès à cet article parce que c'est payant, mais apparemment c'est pas beau du tout ce qu'on y lit et selon Stephanie, ce serait Jennifer et Melissa qui auraient inventé tout ça et qui auraient vendu l'histoire à Business Insider. Est-ce qu'elle a des preuves que c'est vraiment elles qui ont parlé à un journaliste de Business Insider? Parce que là, pour l'instant, elle allègue, elle suppute. Ce serait intéressant parce que dans ces cas-là, elle pourrait vraiment les attaquer pour diffamation si elle avait la preuve, or elle ne l'a pas. Et si vous voulez, c'est là où ça devient très vicieux. C'est qu'en fait, elle est en train de dire que cet article est faux, donc que tout ce qu'on lui reproche, c'est faux. Et elle explique aussi qu'il y a eu des sites, des blogs qui ont ouvert en la descendant. Alors, c'est très malin de dire ça parce que ça veut dire que toutes les infos qu'on peut chercher sur elle, on doit se dire du coup que c'est faux, que c'est le fait de Jennifer Abel et Melissa Nathan. Mais c'est peut-être vrai aussi. Elles y sont peut-être pour rien, ces femmes. Parce que, effectivement, quand on cherche qui est Stephanie Jones, c'est pas beau du tout. Effectivement, Jennifer voulait partir, mais elle a aussi quand même été virée. Et ce, le 21 août. Donc Stephanie l'a virée. En fait, elle a téléphoné à Jennifer Abel, elle lui a dit de venir au bureau. Et quand elle s'est présentée là-bas, il y avait un vigile qui l'attendait avec toutes ses affaires. Donc, hop, elle a été remerciée, ciao, au revoir. Et c'est là qu'on lui a confisqué son téléphone. Du coup, il y avait tous ses messages, ses mails, etc. Donc effectivement, Stephanie l'a virée parce qu'elle a eu vent que Jennifer Abel était sur le point de partir et de créer sa propre entreprise. Et effectivement aussi, JonesWorks avait connu une hémorragie auprès de clients vedettes comme Dwayne Johnson et Jeff Bezos au cours de l'année écoulée. Mais en fait, ces gens-là sont partis parce que tout le monde part en fait. Tout le monde quitte Stephanie Jones. Donc officiellement, Business Insider aurait fait une enquête sur plusieurs mois par rapport aux conditions de travail chez Stephanie Jones, donc JonesWorks. Lorsque les employés partaient, Stephanie ne les laissait pas toujours partir facilement. Donc ça, c'est ce qui est dit chez Business Insider, mais quand on continue à fouiller et qu'on trouve d'autres articles sur elle, c'est pas terrible. Les publicistes, en raison de l'état de leur travail, sont autorisés à bénéficier de la confiance des personnes les plus célèbres et les plus puissantes du monde. Même si certaines informations partagées par les clients sont bonnes, d'autres sont mauvaises. La plupart des publicistes font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer que les mauvaises informations ne soient pas révélées. Comme je vous dis tout à l'heure, c'est le taf d'un publiciste. Avec Stephanie, une fois qu'elle apprend le mal, cela devient son outil et son arme. Stephanie est connue pour divulguer des informations sur ses clients à la presse afin de pouvoir leur sauver la mise et inspirer leur gratitude. Donc en fait, elle-même, en sachant le sale sur ses clients, elle va en publier et après elle va faire genre tout annuler
pour se faire passer pour la sauveuse. C'est très vicieux, afin que ses clients disent « Waouh, elle est géniale ». Dès qu'un client souhaite mettre fin à un contrat ou exprime son mécontentement, des histoires négatives commencent soudainement à sortir. Et qui est la seule personne à pouvoir y remédier? Stéphanie. Si un client trouve un nouveau publiciste, il se retrouve soudainement confronté à une crise. Et qui est la seule personne à avoir une connaissance historique du client pour arranger les choses? Stéphanie, qui est heureuse de proposer à nouveau ses services et de s'assurer qu'un client ne peut pas partir et qu'il est puni s'il le fait. Stéphanie. Et comment s'en sort-elle? En utilisant des amitiés étroites avec des journalistes comme Chloé Melas, qui travaille sous les auspices de NBC et anciennement CNN, donc elle a des contacts très hauts, et également TMZ. Non seulement elle rompt la confidentialité, mais elle le fait volontairement, quels que soient les dommages possibles que ce type de comportement pourrait causer. Stéphanie terrorise son équipe. Toute personne qui n'est pas d'accord avec son opinion ou sa suggestion est victime d'intimidation jusqu'à ce qu'elle ne se sente plus à l'aise pour parler. Les problèmes de santé mentale et physique sont endémiques. Certaines personnes ont globalement quitté l'industrie. La culture de violence émotionnelle qu'elle a créée en interne est si féroce que les employés sont encouragés à s'en prendre à ceux qui se trouvent dans une position plus vulnérable. L'entreprise évolue dans une tourmente émotionnelle constante. Il y a peu de direction. Les employés doivent constamment être sur leur garde car les licenciements publics ne se font pas avec parcimonie et peuvent se produire en un clin d'œil pour quelque chose aussi simple que fournir un détail ou s'opposer à un point de vue. La porte tournante de John's Works est constamment en mouvement, ce qui crée des perturbations et de la confusion tant pour son personnel que pour ses clients qui découvrent constamment de nouveaux visages. Mais les gens prennent enfin la parole, les gens partent enfin, les clients partent et se montrent ouverts et agressifs à ce sujet. Voilà donc comment ça se passe chez Stephanie Jones. Donc, le 21 août, Jennifer Abel est renvoyée, son téléphone confisqué, et c'est donc 4 mois plus tard qu'on a accès à ce contenu, donc le téléphone de Jennifer. Il est dévoilé en partie dans le New York Times, la plainte de Blake Lively, etc. Voilà, tout ça, on l'a vu. Du coup, on a l'avocat de Justin qui prévoit de poursuivre Stephanie Jones. Si tous les messages textes ont été produits dans cette assignation à comparaître, alors l'équipe de Blake Lively connaît les véritables faits sur ce qui s'est réellement passé et ce qui ne s'est pas produit, a-t-il déclaré. La vérité est complètement différente de ce qui a été écrit dans la plainte et ils le savent. L'ensemble des messages textes montre sans équivoque qu'aucune campagne de diffamation n'a été lancée. C'est pourquoi certains textes sont incomplets et d'autres textes qui disent la vérité sont volontairement exclus. Et il poursuit, il invite Variety à examiner l'intégralité des textes et des courriels écrits par ses clients concernant leur gestion de la campagne et à tirer sa propre conclusion. Je vais tout ouvrir pour montrer toute la vérité. Et ce qui est bizarre, c'est que quand la campagne a commencé, elle était encore, Stephanie Jones, la publiciste de Justin Baldoni. C'était son entreprise, John's Works. Après, elle a viré donc Jennifer Abel le 21 août, mais tout le pataquès avait déjà commencé. Donc, elle avait quand même un rôle dans l'histoire, même si elle dit qu'elle était pas au courant. Mais elle ne figure pas dans la plainte de Blake Lively. Son nom n'est jamais cité. Pourquoi Blake ne l'inclut pas dans la plainte? Elle n'est pas mentionnée. Et autre fait que je trouve aussi intéressant, c'est que Stephanie Jones est mariée à Jason Hodges, qui est un partenaire de l'agence artistique WME, qui représente Blake Lively et son mari Ryan Reynolds, et qui représentait aussi Justin Baldoni, mais ils l'ont viré. Ils l'ont viré là, juste après que Blake Lively ait déposé sa plainte. Parce que du coup, il y a eu des conséquences. Juste après que Blake ait déposé sa plainte. Quelques heures plus tard, donc, l'agence artistique William Morris Endeavor, pour le dire en entier, donc WME, a abandonné Justin comme client. D'autres membres du casting, donc Colin Hoover ainsi que Alex Sachs, l'un des producteurs, soutiennent publiquement Blake Lively. Donc on a Brandon Sklenar dans les acteurs et Jenny Slate qui ont apporté leur soutien public à Blake Lively. Et on a Liz Plank qui a co-animé le podcast Man Enough avec Justin Baldoni, qui a annoncé qu'elle n'apparaîtrait plus dans l'émission. Et il y a aussi Vital Voices, une organisation à but non lucratif dédiée à l'autonomisation des femmes, qui a annulé le prix Allié qu'elle avait décerné à Justin Baldoni plus tôt ce mois-ci pour avoir défendu les intérêts des femmes et des filles. Ils lui ont retiré son prix. Donc,
Là, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il y a même plusieurs trucs qui vont pas. C'est que Stephanie Jones, elle était publiciste de Justin. Pourquoi elle n'est pas dans la plainte? À mon avis, elle a dû passer un deal avec Blake. Ça veut dire que Stephanie Jones est allée voir Blake Lively avant tout ça. Elle lui a donné le téléphone de ses employés et grâce à ça, Blake a pu porter plainte contre Justin. Et du coup, vu que Stephanie l'a aidée, elle ne l'a pas mise dans la plainte. Alors là, Stephanie Jones, elle poursuit Justin pour rupture de contrat, parce que du coup, il voulait plus bosser avec elle. Il garde Jennifer Abel, et du coup, elle accuse Jennifer Abel de lui avoir volé ses clients. Sauf que d'après ce qu'on comprend, ce qui est dit sur Stephanie, c'est que ses clients veulent partir. Mais à chaque fois, elle leur fait des crasses, et après, elle se fait passer pour la sauveuse, pour les garder. Mais tout ça, si vous voulez, maintenant, ça se sait. Donc forcément, les employés ont dû parler aux clients. Et voilà. Et je pense que Jennifer Abel, si elle s'est dit « Ok, moi, je peux plus la supporter, je monte ma boîte », forcément, il y a peut-être des clients qui veulent aussi la suivre parce qu'ils ne veulent plus avoir affaire avec Stéphanie. Donc là, Stéphanie, je pense qu'elle a chopé le mort et qu'elle veut sortir de tout ça indemne et surtout se faire des thunes parce que du coup, elle a beaucoup moins d'argent, vu qu'elle a perdu beaucoup de clients. Maintenant, si vous voulez, quand elle dit que c'est faux ce qu'on raconte sur elle, pourquoi elle n'attaque pas Business Insider pour diffamation? Puisqu'apparemment, ce que dit Business Insider, c'est faux. Selon elle, elle allègue que c'est Jennifer Abel et Melissa Nathan qui ont fourni tout ça à Business Insider, mais elle n'en a pas la preuve. Mais tu peux attaquer le journal, ça c'est déjà vu. Ça, c'est déjà fait. Si elle n'attaque pas le journal pour diffamation, à mon avis, c'est parce qu'elle sait qu'ils pourront démontrer dans ces cas-là que ce qu'ils racontent est vrai. Et ils auront des témoignages d'autres employés. Moi, en tout cas, c'est ce que je suppose, c'est ce que je pense qui pourrait se passer, parce que si on attaque un journal pour diffamation, le journal va prendre tout le monde. Tous les gens qu'il peut pour prouver que son article, il est vrai. Donc, elle ne peut pas attaquer pour diffamation ce qui est vrai. Vous voyez ? Donc, là, je vous dis, c'est fascinant quelque part cette histoire parce qu'on voit en fait, c'est plus seulement Blake contre Justin. On voit également comment toute la machination des relations publiques, les publicistes, les agents, tout ça en fait, comment ça marche Hollywood. Donc c'est pour ça, je vous dis, il n'y a rien d'étonnant dans cette plainte. C'est juste que les gens ne sont pas habitués à savoir toutes ces imbrications, toutes ces manipulations, tout ça, comment ça se passe. Mais, toujours est-il que je pense que ça ne serait pas allé aussi loin si Blake avait fait une bonne promo pendant la promotion du film. Je pense que si elle avait été moins businesswoman, à toujours la ramener avec ses shampoings, avec ses boissons, à ramener sur les fringues, machin, tout ça, et les gens n'auraient pas autant chopé le mort, vous voyez. Maintenant, pour moi, Blake, elle a agi d'une manière qui n'a pas plu. D'autres interviews sont ressorties. La fameuse, je me rappelle jamais du nom de cette journaliste, celle qui avait montré pendant Café Society que Blake lui avait très mal parlé quand elle lui avait dit « Félicitations pour votre petit ventre rond », tout ça, et que Blake avait réagi vraiment en mean girl, quoi. Bon, on a accusé aussi cette journaliste d'avoir été payée par l'équipe de Justin pour avoir publié cette vidéo-là. Elle affirme que c'est pas vrai du tout, qu'elle a jamais été en contact avec eux, qu'elle ne les connaît pas, mais qu'en gros, elle a un peu profité du buzz du moment pour sortir cette vidéo. Mais là, on voit que Blake et sa costard sont... Enfin, on voit ce qu'il y a à voir, quoi. Donc, désolé, encore une fois, c'est de la faute de personne. Là, on voit un visage de Blake qui est pas sous son meilleur jour, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je dis, dans cette histoire-là, il est impossible de prendre parti. Et franchement, là, j'en arrive à un point où j'ai même pas envie de le faire. Parce que, comme je vous dis, moi, Blake... Il y a des trucs qu'elle a dit pendant la promo, j'ai pas kiffé parce que moi, par contre, c'est un livre que j'adore et ça me tenait à cœur. Donc, j'ai suivi la promo, j'ai écouté les interviews, tout ça. Vraiment, j'étais déçue de voir comment ils ont vendu ça. Et c'est vrai que du coup, quand on voit Justin à côté, comment il parle de tout ça, c'était pas pareil. Alors, soit c'est un sacré gros hypocrite et waouh, c'est à vomir d'être aussi hypocrite. The one thing you want people to take away from this project, what would you say? Hope, and that everybody has the ability to end a cycle that they didn't ask for. This is your night, mister. No, this isn't my night. This is a night for all the women who we made this movie for. This is a night for Blake. This is a night for Colleen. Yeah. I'm just so grateful that we're here. 5 years in the making. Ou soit vraiment c'était sincère et il a voulu juste orienter plus là-dessus.
où ça se trouve, on a juste affaire à deux narcissiques, Justin et Blake, et que le meilleur gagne. Voilà ce qui s'est passé dans cette campagne. En tout cas, sachez quand même que le fait que Blake ait déposé plainte à ce moment-là de l'année, juste avant Noël, c'est aussi calculé. Parce que là, on peut quand même se dire, dans ces cas-là, Blake, tu fais un peu ce que tu reproches à Justin. C'est très calculé de déposer une plainte pendant la période des fêtes de Noël parce qu'il ne se passe rien à Hollywood. Tout le monde le sait, c'est la période creuse. Donc forcément, Blake qui dépose plainte, la publiciste qui suit, c'était tout ce que les médias hollywoodiens avaient besoin à se mettre sous la dent, quoi. Donc forcément, ça allait faire le buzz, tout le monde n'allait parler que de ça, vu qu'il n'y a rien d'autre. C'est comme ça Hollywood, Noël, il se passe rien. C'était bien calculé. Après, c'est de bonne guerre, hein. Il est pour l'instant impossible dans cette histoire de se faire un avis. On n'a pas du tout les messages du côté de Blake, son plan de relations publiques, sa stratégie à elle, ce qui a été dit et fait, on ne sait pas. Donc c'est peut-être ça qui est à l'origine de tout le reste. Ou pas, on ne sait pas. On n'a pas vu la plainte de la femme là contre Justin lors du tournage, j'aimerais la voir. On n'a pas encore eu les témoignages de l'équipe du film. Pour l'instant, juste ils soutiennent Blake. Mais est-ce qu'ils ont été témoins de choses, tout ça, on n'a pas encore ces témoignages-là. Et on n'a pas la version de Justin. Parce qu'apparemment, donc, les messages sont tronqués, il n'y a pas tout. Donc voilà, on ne peut pas prendre parti pour l'instant. Il manque trop d'éléments et je crois qu'on va tomber de haut quand on aura tous les éléments. Soit ça va être encore pire pour Justin et ça va le terminer. Soit on va en découvrir encore des bonnes sur Blake et ça va la terminer. En tous les cas, franchement, je pense que là, au point où ça a été, aucun des deux n'en sortira indemne. Blake et Justin. On peut reprocher des trucs à chacun, on peut défendre chacun. Moi, en tout cas, c'est là où je me mets pour l'instant au milieu, parce que je ne sais plus qui croire. Donc, j'attends de voir ce qui va se passer. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette vidéo est un peu spéciale sous forme de podcast, on va dire, limite, parce que pas beaucoup d'illustrations, hein. C'était surtout la lecture de documents. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair, même si je sais que c'est beaucoup, je m'en excuse, mais je trouvais quand même important de vous parler des deux plaintes et de vous partager les questions qu'en tout cas moi je me pose. Je pense qu'elles sont légitimes et attendons de voir vraiment. Mais en tout cas voilà, je crois que je vous ai tout donné, je vous ai tout réuni pour que vous ayez tout dans les mains. Comme ça, quand on en reparlera à l'avenir, vous aurez cette vidéo-là, si vous voulez savoir le premier épisode, parce que ça va, je pense, continuer à un moment donné. Justin va parler. Ouais les amis, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Et je remercie encore chaleureusement CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc n'oubliez pas, hein, je vous remets le lien ici, mais également en barre d'infos et en commentaire épinglé pour profiter des 83% offerts, 2 € par mois. Si vous ne connaissiez pas encore, testez. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine. Mouah. Ciao et à l'année prochaine. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.